Hello à tous, quatrième épisode de 100% Giro, une grosse dizaine de minutes pour boire toute l'actualité du Tour d'Italie en mode espresso bien concentré. Comme chaque jour, Gérard Bulens est avec nous. Bonjour Gérard. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir, c'est mieux, c'est vrai. Et puis avec nous aussi en duplex, Rodrigo Benkens. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir Gérard, bonsoir Jérôme. Alors messieurs, la quatrième étape proposée aujourd'hui, 175 km de moyenne montagne entre Venosa et Lago Laceno. En gros, trois belles bosses à grimper, la dernière très proche de l'arrivée. Rodrigo, je me tourne vers vous pour nous résumer cette étape. La victoire est revenue au Français Aurélien Paré-Peintre et surtout le maillot rose a changé d'épaule. Oui, si c'était le plan, ben c'est magnifiquement bien joué. Je dirais que c'est presque le scénario idéal. Moi, je me disais, tiens, au fond, est-ce que l'objectif de Remco Evenepoel, c'est simplement de laisser le poids de la course sur le dos d'une autre équipe, ou c'est aussi de gagner du temps après, lors des cérémonies protocolaires, etc. Mais là, le problème, c'est qu'il y a aussi le maillot blanc. Et en mettant les Knesund, c'est à la fois un maillot rose, mais c'est aussi un maillot blanc, puisqu'il fait partie des coureurs qui entrent dans cette catégorie-là. Donc, si c'est pour gagner du temps, pour gagner de la récupération, c'est aussi réussi. Et finalement, la dernière réussite totale, c'est le fait de n'être qu'à 28 secondes d'un coureur qu'il a tout de même devancé de 1 minute 18 lors du premier chrono. Ouais, on rappelle que la victoire de Paré-Peintre s'est jouée dans l'échappée matinale. Finalement, les Knesund faisaient aussi partie de cette échappée matinale, mais une échappée qui a mis énormément de temps à sortir, Gérard. Oui, à peu près 80 km, 47 km 500 dans la première heure, 44 km 700 après les deux premières heures de course. Vu les conditions atmosphériques qui étaient quand même exécrables, je pense que l'organisateur n'avait pas prévu ça. Franchement, c'était très très compliqué et on a vu pas mal de coureurs se retrouver en difficulté. On a vu le maillot rose lui-même, à un certain moment, se retrouver dans une deuxième moitié de peloton avec une petite cassure, avec Ballerini qui a payé de sa personne pour les ramener. On a vu Almeida dans la même situation avec aussi, je pense que c'est Ulissi et un autre coureur qui ont travaillé énormément pour le ramener. Je pense que c'était vraiment très très rapide au départ et c'est une caractéristique des courses maintenant. C'est très très rare qu'on ait encore, sauf dans les étapes toutes plates, une échappée qui sort, je vais dire, entre guillemets, à la manière du facteur qui s'en va. Aujourd'hui, il faut se battre pour être dans l'échappée, pour aller chercher une étape comme celle-là. Rodrigo, Leknesund n'est pas le premier coureur norvégien porteur du maillot rose, puisqu'avant lui, il y a eu Knudsen qui a porté 3 jours le maillot rose, 2 jours en 1975 et 1 jour en 1981. Quel genre de coureur c'est cet Andreas Leknesund, un jeune aussi, Est-ce qu'il n'est pas trop dangereux pour Remco Evenepoel ? Mais j'aurais quand même été inquiet si on lui avait laissé 4 ou 5 minutes. Maintenant, il faut voir. Il nous a bien plu au Tour de France l'année dernière, 27e, mais n'oublions pas quand même à 1h57 de Vingegaard. Mais c'est un coureur passe-partout qui d'abord a été connu comme un grand spécialiste du chrono. Il fut champion du monde chez les juniors et chez les espoirs de la spécialité. À 19 ans, il a même devancé le fameux Boasson-Hagen au championnat de Norvège contre la montre. Il est bon dans les courses à étapes, en tout cas chez les jeunes. Il a gagné la course de la paix. Il s'est classé 2e d'un Grand Wevelgem sur nos routes. Donc vous voyez qu'il a beaucoup de cordes à son arc et c'est un coureur visiblement à qui moi je n'aurais pas laissé trop de temps. C'est pour ça que je disais dans l'introduction, 28 secondes, c'est presque de la chirurgie. Alors on va écouter celui qui a perdu le maillot rose aujourd'hui, Remco Evenepoel, à la sortie de son bus il y a quelques minutes, interrogé par Samuel Grulois. Non, vous connaissez le plan, donc pas grave de perdre le maillot. Puis la situation elle est idéale parce que c'est 28 secondes et puis on est toujours deuxième en classement général, donc on a toujours notre place dans le peloton, donc parfait. Ça vous permet un petit peu d'évacuer cette pression ? Bon, je sens jamais la pression. Un mot sur vos équipiers. Sur le final, on vous a senti un peu seul, est-ce qu'on se trompe ? Ouais, mais pas grave, ça se passe, c'était une étape très dure. On a fait 44,5 de moyenne dans les premières 2 heures, donc sur un parcours très accidenté, donc pas facile du tout, mais
mes jambes étaient bonnes, j'avais des bonnes sensations et ouais, je suis très content avec la situation maintenant. Et toi, tu vas pouvoir rouler avec ton maillot de champion du monde? Ouais, parce que je vais pas accepter le maillot blanc. Alors, cette interview de Remco Evenepoel, ça tombe bien, elle nous permet d'embrayer directement sur notre débat du jour. C'est vrai, Remco Evenepoel était esselé dans la dernière difficulté. Alors, est-ce que c'est inquiétant ou pas, selon vous, Gérard Bullens? Mais les 2 premières heures, ils ont quand même travaillé énormément pour ne pas laisser partir de coureurs qui auraient pu être trop dangereux par la suite. Donc on peut imaginer, avec les conditions atmosphériques, avec la vitesse des 2 premières heures, qu'ils aient laissé des plumes. Force est de constater que dans cette finale, si je ne me trompe pas, il y avait 5 coureurs Ineos et 4 coureurs Jumbo-Visma. Retrouver Remco là, et on le sent un peu agacé quand on lui pose la question, effectivement. Ouais, c'est clair, hein. C'est très très clair que ça peut poser des problèmes dans la 3e semaine. Moi, ce qui m'a sans doute le plus surpris, c'est de voir et Van Wilder, mais on lui a peut-être dit qu'il pouvait se relever, et Hirt être distancé dans la finale, parce que ce sont les 2 pions essentiels qu'il va devoir garder avec lui pour réagir dans la montagne. S'il y a une attaque aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Ça veut dire peut-être aussi que beaucoup de coureurs étaient déjà tassés, fatigués, mais ça peut poser des problèmes dans la dernière semaine. Rodrigo, on va évidemment vous faire réagir dans une minute sur ce débat-là, inquiétant ou pas de voir Remco esselé. Mais je vous propose d'abord d'écouter 2 sons de cloche au sein de l'équipe Soudal Quick-Step. Tout d'abord, son directeur sportif, Klaas Lodewijk. On l'écoute. Klaas, c'était un peu annoncé. Ce mardi, il allait perdre le maillot. C'est fait. Est-ce que c'était vraiment volontaire? Ah oui, parce que c'est pas nous qui décident de cette situation, c'est le peloton. Et avec l'exode, je pense que le bon coureur était devant. Donc pour nous, c'était une bonne situation. On a quand même vu un Remco, du moins une équipe Soudal Quick-Step, qui ne nous semblait pas au top aujourd'hui. On se trompe? Oui, mais on a donné beaucoup d'énergie dans le début de course. Et à la fin, on a vu que Remco était bon. Et on a dit les autres coureurs de rester tranquilles dans la côte. Il a gardé très longtemps les jambières. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, parce qu'il y a des pluies aujourd'hui pendant la course. Donc il a choisi de rester chaud. Et je pense que ça, c'est la raison. Ce n'est pas un signe qu'il n'était pas bien? Non, pas du tout. Par rapport à l'équipe, nous on a suivi ça évidemment sur des écrans de télé. Quel bilan on doit tirer? Est-ce que à 5 km de l'arrivée, 6 km, il était un peu tout seul, Remco Evenepoel? Est-ce qu'on doit tirer un bilan de cela? Oui, je pense qu'il y avait quelques grimpeurs. Allez, Jan et Ilan n'avaient peut-être pas leur meilleure journée. Donc ça, on aurait dû peut-être communiquer un peu meilleur. Parce que je pense, moi j'avais les jambes d'être avec le peloton si je ne devais pas rouler déjà sur le plat avant le col. Mais voilà, c'est un truc à prendre pour après. Mais c'était pas le scénario idéal, mais c'était pas du tout panique parce que j'étais vraiment pas loin de le groupe et j'avais un bon tempo. Donc je pensais peut-être de revenir dans la dernière descente. Mais l'équipe m'a passé, Mandrix m'ont dit tranquille, fais à l'aise jusqu'à l'arrivée. Donc je savais qu'on n'était pas stressé. Donc. Dernière question, vous avez vu Remco dans le bus. Il est comment? Soulagé? Oui, il est très soulagé. Franchement, il est content de pouvoir rouler au maillot. Mais c'est surtout aussi qu'il a perdu le maillot blanc. Ça, c'était pas évident, mais voilà, maintenant, l'arc-en-ciel est pour lui demain de nouveau. Allez. Merci. Merci. Alors, Rodrigo, l'arrivée était jugée tout près d'un lac. Il n'y a pas le feu au lac au sein de l'équipe Soudal Quick-Step. On ne va pas aller jusque-là. Mais on sent quand même dans l'agacement de Remco Evenepoel, dans ce que vient de dire Louis Vervaeke, son équipier, que c'était quand même pas une journée au top pour eux. Oui, heureusement qu'on n'a pas que la version de Klaas Lodewijk, mais Louis est très très sincère. Il parle quand même peut-être d'un manque de communication. Alors la lecture peut être assez simple. On n'est quand même que dans un col de 2e catégorie. On n'est que le 4e jour. Ce n'était que 9 km 600. Et voir Remco Evenepoel tout seul, là où il y a 5 Ineos, où il y a 3 Bahreïn, où il y a plus de coureurs, encore quelques coureurs autour de Roglic, ça m'inquiète un peu. Je veux dire, pas que Vervaeke soit une 57, pas que Van Wilder se soit relevé et qu'il soit à 4,45. Je parle du groupe et Evenepoel. Sky faisait souvent ça, mais on demandait à 1 ou 2 coureurs, mais pas à toute l'équipe de le faire. Hirt est à 10,37, Cataneo est à 10,37. C'est très peu sur une étape de moyenne montagne. Donc, soyons quand même prudents.
Et moi, je reste convaincu, et je sais que Gérard partage mon avis, que si on attaque Remco Evenepoel dans la montée finale, que Remco garde peut-être son maillot. J'ai pas trop compris les Ineos. À un moment donné, j'ai cru que c'était les maillots Movistar à une certaine époque. J'ai pas trop compris ce que faisait Ineos, sincèrement, de rouler comme ça, finalement, pour même pas attaquer ou essayer quoi que ce soit, alors qu'ils étaient à 5, hein, avec Goggenhardt, Arensman, Thomas, l'excellent de plus, qui est l'autre Belge du jour aujourd'hui, et Sivakov. Ouais, vous êtes le roi de la transition, hein, Rodrigo, parce qu'on va tout de suite aborder le traditionnel dicton du jour, hein, que je vais demander à Gérard de lire, et vous allez voir, on va effectivement parler de ces Ineos. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Donc ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Gérard, est-ce que Ineos, les Jumbo, auraient dû attaquer Remco, essayer en tout cas quelque chose ? Je pense que l'action Ineos dans la finale était une action pour marquer les esprits, pour montrer qu'ils étaient là, qu'ils sont quand même collectivement forts. Mais il y avait ces 3 kilomètres de replat, je vais dire, qui gâchent un peu l'arrivée et qui bloquent un peu, qui permettent de rentrer, si l'on peut dire. Donc, moi, je vois, mais c'est peut-être déjà une transition, un danger dans l'étape de demain. Rodrigo, ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Ça vous inspire quoi par rapport à aujourd'hui ? Ah, c'est en tout cas, quand on vieillit, on se le dit de plus en plus. Remco Evenepoel est encore jeune. Non, mais vous avez raison. Et Roglic, Vlasov, Almeida, Guggenhardt sont des coureurs qui doivent reprendre du temps et non seulement reprendre, mais savoir que dimanche prochain, il y a un nouveau chrono. Donc voilà, les occasions sont là. Maintenant, il y a 2 lectures. Il y a celle qu'on peut faire, c'est de regretter que personne ne l'ait attaqué. Maintenant, le champion du monde était-il attaquable ? Vous savez, les coureurs le sentent et se sont probablement dit, on va pas y arriver. Sinon, j'imagine quand même qu'on aurait essayé. Surtout quand même que l'objectif numéro 1 reste d'isoler un grand favori. Et ça avait été réussi très vite. Alors messieurs, je vous propose de vous retrouver demain, hein, avec cette 5e étape qui partira de Atripalda direction Salerne avec 171 km. Un profil très casse-pattes au début et avec un peu de replat sur la fin qui pourrait convenir aux sprinteurs. En attendant, rendez-vous évidemment sur notre site Sport RTBF et sur nos réseaux sociaux, hein, le compte RTBF Sport, pour avoir toutes les dernières infos, photos, vidéos par rapport au Giro. N'oubliez pas aussi de nous suivre dès 16h30 tous les jours pour le direct commenté de l'étape. Rendez-vous sur Rovio ou sur le canal Vivasport, disponible sur le DAB ou sur l'application Radio Player. Merci aussi à Arnaud Vernier à la réalisation de ce numéro de 100% Giro. À demain. Ciao.